Donc, bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à c'est cette première séance du colloque sur les économies de la promesse. Merci à tous de vous être joints à nous. On va commencer tout de suite parce que le temps file, puis on veut laisser autant de temps que possible à nos présentateurs et présentatrices. Je m'appelle Guillaume, c'est moi qui vais agir à titre de président pour la session qui s'intitule « Soignez mieux le progrès médical ». Donc, avant de présenter nos premières présentatrices, je vais faire quelques rappels d'ordre technique sur le format et le fonctionnement de cette séance virtuelle. Donc, cette séance est enregistrée, y compris les commentaires publics, donc qui sont faits à tous dans le chat. Les caméras sont désactivées par défaut, mais vous êtes invités bien sûr à les activer lorsque vous le désirez. Et durant la séance, les informations peuvent être transmises par le biais du chat. Vous pouvez l'utiliser à votre tour pour échanger avec les autres participants et participantes ou partager des informations en lien avec la présentation. Ou vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le fond, dans le chat. Cette séance-ci comporte 3 présentations. Le temps qui est alloué à chacune des présentations est de 25 minutes. Donc, ce temps de 25 minutes-là inclut un 5 minutes de Q&A, de questions et réponses après chacune des présentations. Aux présentatrices et présentateurs, je vais vous faire signe lorsqu'on approche des 20 minutes pour que vous sachiez qu'on approche de la fin de vos présentations, de vos communications. L'autre technique, qui est Hélène, va accorder à chaque présentateur et présentatrice au moment opportun les autorisations de sécurité nécessaires au partage d'écran pour les présentations visuelles. Et vous êtes toutes et toutes invités à rédiger vos questions et à les envoyer dans le chat à la personne présidente de la séance, qui est moi, pour la période de questions-réponses. Si votre question n'est pas sélectionnée et posée à l'intervenante ou à l'intervenant, nous vous invitons à garder vos questions plus tard pour les blocs salon de pause ou les discussions en fin de journée. Ceci s'applique aussi aux questions ou aux interventions d'ordre plus général ou aux commentaires que vous voulez faire, que le temps restreint entre chaque présentation et qui ne permet pas d'accueillir ici. Donc, de la façon dont je vais procéder, je vais présenter la première présentation, la première communication, et puis à la fin de cette communication-là, à la fin des questions-réponses de cette communication-là, je vais présenter la deuxième présentation. Et puis, par la suite, je vais présenter la troisième communication. Donc, la première présentation s'appelle « Bioéconomie affective et nouvelles formes d'anticipation, l'entrepreneuriat du soi dans le champ biomédical ». C'est une communication qui sera faite par Anouk Allary et Janie Gagné. S'appuyant sur la littérature en STS et les études critiques sur le handicap, Anouk Allary analyse dans sa thèse de doctorat les motivations et les expériences subjectives des patients ayant recours à la chirurgie bariatrique sous l'angle des transformations des notions de santé et de validité dans le contexte des politiques contemporaines de lutte contre l'obésité. Et Janie Gagné, ses travaux portent sur les transformations des institutions de soins de santé, particulièrement sur les nouvelles formes d'expérimentation biomédicale, ainsi que sur le modèle de patient partenaire. Ces recherches sont financées par le FRQSC. Donc, Janie et Anouk, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, on tient à vous remercier, remercier le comité organisateur pour ces belles journées de conférence, mais aussi pour l'opportunité d'ouvrage collectif. C'est bien excitant tout ça. Donc, on est bien heureuse, Anouk et moi, d'être avec vous ce matin pour vous partager en fait des réflexions qui habitent chacun de nos projets de thèse, mais surtout afin de vous parler de notre chapitre, comme vous le voyez, qui s'intitule « Bioéconomie affective et nouvelles formes d'anticipation ». L'entrepreneuriat du soi dans le champ biomédical. Donc, on va commencer par vous partager dans un premier temps assez rapidement les perspectives théoriques qui accompagnent nos réflexions. On va vous parler ensuite de la méthodologie qui a été utilisée.
Puis, on va aborder après en quoi, en fait, la participation des patients en recherche transstationnelle, mais aussi en tourisme bariatrique, s'inscrit dans ces bioéconomies affectives-là. Et plus précisément, comment ces patients-là vont raconter leur parcours de soins, mais aussi leur parcours de chirurgie et comment ils vont participer, en fait, à ces régimes d'anticipation, mais aussi à ces régimes de promesse. Et pour conclure, on va terminer avec une ouverture sur la question du techno-optimisme qui habite en fait ces économies de la promesse. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà bien compris, Anouk et moi, on travaille toutes les deux, chacune sur des objets d'études différents, mais qui finissent par se recouper sur plusieurs aspects, notamment les discours d'anticipation et de promesse qui sont mobilisés à travers ces deux pratiques. Donc, de son côté, la recherche transstationnelle, c'est quoi? Hein, c'est défini comme un paradigme médical révolutionnaire ou encore comme un nouvel horizon thérapeutique. Et on va surtout la caractériser par la passerelle qu'elle viendrait créer entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, voulant relier finalement du même coup laboratoire de recherche et les centres de soins. De son côté, le tourisme bariatrique se définit par le fait de voyager en dehors de son pays de résidence pour subir une chirurgie de réduction de l'estomac, souvent dans le but de perdre du poids, permettant ainsi de court-circuiter en fait les listes d'attente existantes dans le système public ou même de bénéficier parfois même de prix moins élevés ailleurs. Donc, nos recherches respectives portent sur la participation des patients québécois à la recherche transstationnelle et au tourisme bariatrique. Et cette participation-là, elle est, selon nous, indissociable de la place centrale occupée aujourd'hui par l'anticipation future dans les domaines biomédicaux et sanitaires, qui, eux, sont proposés par des politiques néolibérales d'innovation, mais aussi de croissance économique mises en place depuis le début des années 80. Donc, si la participation des patients québécois à la recherche transstationnelle ou au tourisme bariatrique est souvent justifiée par des motivations affectives, des motivations individuelles, elles va s'inscrire pleinement dans une rationalité spéculative qui caractérise en fait l'industrie biomédicale et la bioéconomie. Donc, nos recherches, en fait, on a cherché à travers notre chapitre, mais aussi à travers nos thèses respectives, à rendre compte de la manière dont les économies de la promesse qui soutiennent ces deux pratiques-là viennent encourager des régimes d'anticipation et comment ça va impacter en fait la construction de subjectivités médicales particulières, en soi des identités sociales caractérisées par une préparation anticipée, mais aussi proactive de leur avenir en tant que patient. Donc, avant de commencer, il importe quand même de vous mentionner que le chapitre a pris appui sur un corpus d'analyse qui est composé de 80 entretiens qu'on a menés entre février et juillet 2020 auprès de plusieurs acteurs du milieu biomédical impliqués en recherche transstationnelle ou en tourisme bariatrique. Donc, on est allé parler à des patients, à des chercheurs, à des cliniciens spécialistes, des généticiens, des chirurgiens, mais aussi à d'autres professionnels de la santé. Et évidemment, pour préserver la confidentialité des personnes interviewées, on a eu recours à des prénoms fictifs pour les citations. Donc, la recherche transstationnelle, souvent résumée par cette courte phrase en anglais « bench to bedside » et « bedside to bench », comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sa grande proposition, en fait, c'est vraiment de venir appliquer directement sur des patients des découvertes réalisées en laboratoire dans le but de réduire le nombre d'essais cliniques et pharmaceutiques, mais aussi de venir appliquer des apprentissages du milieu clinique dans la conception des recherches qui sont menées en laboratoire, visant donc à créer une espèce de circuit efficient, un cycle entre la recherche et la clinique. Et dans le modèle de la recherche transstationnelle, dans ces discours, on va vraiment présenter le patient comme étant au cœur de la recherche et au cœur du développement médical. Et on va souvent parler de patients partenaires, patients collaborateurs, patients experts, patients formateurs et parfois même des patients co-chercheurs. Et ces patients-là sont recrutés à même les hôpitaux, souvent par le personnel soignant lui-même. Ils vont venir incarner finalement ce patient citoyen, ce bio-citoyen quasi idéal de la biomédecine, un patient responsable, autonome, expert et même présenté comme étant souvent en meilleure santé puisqu'il s'engage à la prendre en charge.
C'est donc en faisant toute la promotion, promotion d'un rapport plus égalitaire entre le chercheur et le sujet d'expérience à travers la prise en compte du savoir expérientiel de ce dernier, que la recherche transactionnelle va se mobiliser autour d'une représentation très autonome et responsable des patients. Et en menant mes entretiens, en fait, si quelque chose ressortait et était plutôt homogène au niveau des discours qui entouraient cet engagement patient-là et leur motivation à s'engager dans la recherche, c'était vraiment le caractère altruiste et responsable des patients. Donc, un patient partenaire me disait, par exemple, les gens qui sont malades et qui s'en sortent sont naturellement altruistes, hein, ils veulent redonner. Si on a reçu des soins, c'est parce qu'on a bénéficié de la science, on a bénéficié des apports, donc on veut redonner. Alors, à partir du moment où tu te retrouves, où tu retrouves un certain équilibre dans ta vie, tu veux redonner, il y a une générosité naturelle assez importante qui est là chez nous. Donc, en plus d'être promu comme un acte purement altruisme, la participation des personnes malades dans les protocoles de recherche se justifiait aussi, selon plusieurs de mes participants, par un sentiment d'une certaine utilité qui serait morale, mais aussi citoyenne. Il y a un professeur, chercheur en génétique, qui parlait même de ce sentiment de faire quelque chose de bien pour tout le monde, un peu comme aller voter ou comme être juré. C'est donc vraiment tout le discours de prise en charge de soi comme responsabilité individuelle et citoyenne qui prend place dans la participation, dans les discours en fait des patients qui participent à la recherche translationnelle. Et en plus, leur participation, elle était souvent vue comme un rôle complémentaire à celui du soignant. Alain, un patient partenaire, l'exprimait clairement et il me disait donc, comme patient, il faut aussi être autoresponsable. Donc, notre santé, elle n'appartient pas au médecin, elle nous appartient. Il est là pour nous aider. On a donc un rôle à faire, on a une responsabilité d'agir, d'action. Et il y avait aussi une patiente, en fait, qui m'expliquait l'importance de son implication dans la participation à la recherche médicale. Elle me disait il est pour moi évident qu'aujourd'hui, la santé, les soins de santé se sont développés énormément à cause de la recherche. Donc, il faut qu'en contrepartie, il y ait des patients qui se prêtent à la recherche si on veut qu'elle avance. S'il n'y a pas de patients qui se prêtent à la recherche, bien désolé, mais on ne sortira pas plus de nouveaux médicaments, de nouveaux protocoles médicaux pour les patients. Donc, il faut faire ça, j'en suis convaincue. Alors, selon mes participants, les patients se mobilisent non seulement dans l'avenir d'un avenir meilleur pour eux, dans l'espoir d'un avenir meilleur pour eux, mais aussi dans l'espoir d'un futur plus prometteur de la recherche en elle-même. C'est donc vraiment par obligation personnelle de prendre sa santé en charge qui était mis de l'avant, mais aussi ce devoir citoyen de contribuer par sa maladie à la production de nouvelles connaissances. Donc, enfin, c'est en se basant finalement sur une vision anticipée du futur, de sa condition de santé ou même des avancées en recherche biomédicale que les patients se mobilisent dans la recherche translationnelle de façon à orienter finalement constamment leurs pratiques et leurs discours vers des futures anticipations, mais aussi vers des promesses biotechnologiques. Donc, à la fois sujet, actif et autonome, mais aussi à la fois objet expérimental, donc donneur de matériel biologique. Les patients se retrouvent dans la recherche translationnelle doublement définis. D'abord par leur lien au traitement et après par leur participation à la production de nouvelles connaissances. Ce qui fait en sorte que le patient devient donc, il vient incarner en fait l'objet translationnel de prédilection qui servira à accélérer le passage des produits thérapeutiques du laboratoire à la clinique. Et c'est peu anodin, à mon avis, que dans un contexte où l'accélération de la recherche, l'innovation et la productivité se situent au cœur de la recherche biomédicale, que le patient qui participe, il soit désormais envisagé à la fois dans son individualité, mais aussi à travers tout le potentiel biologique qu'il représente. Donc, autrement dit, c'est en capitalisant en fait sur l'espoir des patients en quête de nouveaux traitements pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, mais aussi en capitalisant sur leur expérience de maladie, que la bioéconomie de la recherche translationnelle peut venir en profiter en fait de cette expertise patient comme une nouvelle plus-value indispensable au processus de recherche. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, on en vient maintenant au tourisme bariatrique, qui constitue, selon moi, notre phénomène très manifeste de la biocitoyenneté et des pratiques d'anticipation qui l'accompagnent.
Donc, pour contextualiser rapidement le phénomène, le nombre de chirurgies bariatriques, qu'on appelle aussi chirurgie de perte de poids ou chirurgie de l'obésité, qui ont été réalisées sur le territoire canadien, en fait, s'est vu multiplié par 4 entre 2006 et 2012. Donc, il y a vraiment une très forte augmentation. Puis aux États-Unis, il y a une augmentation encore plus importante. Donc, ce qui a fait en sorte que certains pays émergents ont finalement profité de cette demande croissante, notamment le Mexique, la Turquie, mais aussi la Tunisie, pour en fait commencer à s'auto-promouvoir comme des sortes de pôles du tourisme bariatrique, des pôles internationaux du tourisme bariatrique, prêts à offrir à des patients internationaux des chirurgies bariatriques réalisées par un personnel hautement qualifié, parlant anglais ou français, dans des cliniques dotées de technologies de pointe. Donc, en conséquence à ça, on constate depuis quelques années une forte augmentation du recours au tourisme bariatrique chez les patients canadiens et québécois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est généralement le temps d'attente en fait, pour se faire opérer au public. Ça, puis aussi le prix très élevé du privé au Canada, qui est à l'origine de la décision des patients de partir se faire opérer à l'étranger. Donc, en fait, les touristes bariatriques ne sont pas des gens qui sont des cas prioritaires ou même admissibles, en fait, sur les listes d'attente du public au Canada, parce qu'ils ont un indice de masse corporelle qui n'est pas assez élevé. Donc, c'est-à-dire l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est la mesure officielle des seuils de l'obésité, qui est simplement basée sur le rapport poids-taille. Donc, ils n'ont pas un IMC assez élevé ou ils n'ont pas de comorbidité liée à leur poids qui leur permettrait d'être admissibles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de diabète, ils ne font pas de haute pression, ils ne font pas d'apnée du sommeil, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que si leur santé n'est pas donc présentement en jeu, qu'il n'y a pas encore présence avérée de maladie, ils vont néanmoins tendre à ressentir la chirurgie comme une urgence à partir du moment où ils décident d'y avoir recours. Donc, par exemple, Eric, donc un patient que j'ai interrogé, est revenu sur sa prise de décision initiale en m'expliquant, je cite, « Pourquoi j'ai choisi de partir au Mexique? Écoute, au Canada, je n'étais pas assez gros, mais je n'étais pas non plus assez malade pour être prioritaire. Je ne souffrais pas de haute pression, je n'avais pas de cholestérol, je n'avais pas de diabète, j'avais rien de ce qui pouvait être attaché à l'obésité. Mais avant de l'être, c'est-à-dire malade, et pour m'assurer une belle vieillesse, c'est surtout là que je m'en allais, parce que je me suis dit, à 50 ans, pas loin de 300 livres, à 60, tu vas être rendu à 400 livres. » Donc, la première motivation qui est invoquée par les patients pour justifier leur décision de partir se faire opérer à l'étranger, c'est vraiment la crainte de voir leur poids augmenter davantage, puis leur état de santé se dégrader au fil du temps, ce qui traduit, à mon sens, une vision assez déterministe finalement de leur devenir corporel, puis aussi assez pessimiste de la dégradation à venir. Donc, pour eux, un accès rapide à la chirurgie bariatrique, donc par le voyage, par le tourisme bariatrique, devient dans ce contexte un moyen légitime finalement d'anticiper, puis d'agir de manière précoce et prudente sur son corps dans le présent, dans le but précisément d'éviter le développement potentiel de comorbidités futures. Donc, ça traduit bien une anticipation, puis une gestion individualisée de ses propres risques de santé qui renvoie ici aussi, il me semble, à une conception normative particulière du patient comme biocitoyen, c'est-à-dire comme un patient qui est autonome, qui agit comme un acteur responsable de son devenir de santé. Puis, il me semblait que la dimension très émotionnelle, finalement très affective de cet engagement anticipatoire là, des patients dans leur santé était très évidente dans la manière justement dont les patients que j'ai rencontrés m'ont souvent décrit le tourisme bariatrique comme leur dernier espoir ou leur dernière chance dans le contexte en fait, de plusieurs tentatives pour maigrir qui avaient été échouées dans le passé, puis aussi dans le contexte de nombreuses préoccupations, de nombreuses anxiétés qui les habitaient concernant leur futur de santé. Donc, le sentiment d'urgence que les patients expriment nous dévoile, à mon sens aussi, les réalités relationnelles et les réalités affectives qui sont sous-jacentes à leur décision de partir se faire opérer à l'étranger, notamment les sentiments de honte et de désespoir auxquels ces patients-là vont souvent associer le fait de vivre avec un surplus de poids
dans une société qui ne leur semble pas faite finalement pour les corps plus larges. Donc, c'est notamment le cas pour Julie, qui me racontait, il y a un camion poubelle qui est en train de passer dans ma rue. On est allé au Mexique, puis on a fait un parcours de tyrolienne. Puis là, tout le long, je me rendais compte que j'étais la dernière tout le temps. J'étais super essoufflée, je n'étais pas capable de suivre les autres. La ceinture qu'on m'attachait dans leur autobus, elle ne me faisait pas. Tu sais, ça a été une journée tellement difficile, j'ai eu honte. Tu sais, j'ai eu honte, j'ai eu de la peine. J'étais fatiguée physiquement, mentalement, parce que tout le long que tu le fais, tu te dis « Ah, t'es donc bien grosse ». Puis c'est en revenant de là que j'ai dit à mon chum « Moi, je suis plus capable, il faut faire quelque chose ». Puis je voulais pas attendre, j'étais dans l'urgence. Quand je suis revenue de là, j'ai dit « Non, OK, il me faut quelque chose ». Donc on peut constater aussi que cette anticipation puis cette gestion préventive du risque par le recours à une chirurgie à l'étranger sont pour les patients intimement associés à un attachement affectif à certaines visions du futur, à certaines visions idéalisées du futur. Donc pour de nombreux patients que j'ai interrogés, eux, ils m'exprimaient en fait l'espoir que la chirurgie pourrait leur permettre de se métamorphoser en quelque sorte en une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, par exemple, Karine, qui m'a décrit en fait son voyage récent au Mexique comme le commencement d'une trajectoire de conversion individuelle qui lui permettant de la délivrer en fait d'une enveloppe corporelle qu'elle voyait comme l'enfermant dans une fausse identité. Donc, elle dit, j'avais l'impression que l'image que je projetais, c'était pas ça que j'étais. Moi, j'étais une fille drôle, je riais, j'aimais ça échanger. Mais à l'extérieur, j'avais l'impression que j'avais juste l'air d'une fille grosse. Tandis que là, quand je me regarde, ça représente ce que je suis. Je suis lumineuse, je ris, je souris, j'aime ça. Je veux que ça apparaisse à l'extérieur parce que c'est comme ça que je me sens en dedans. Tandis que quand tu es gros, c'est comme si tu te promènes avec un masque toute la journée. Donc, comme c'est le cas pour Karine, pour cette patiente-là, en fait, la minceur constitue souvent pour les patients rencontrés une sorte de fantaisie entretenue depuis longtemps, contenant en fait la promesse du bonheur, la promesse d'une meilleure vie, c'est-à-dire devenir plus sociable, plus confiant, plus attirant, ou même pouvoir mieux s'occuper de ses enfants ou de ses petits-enfants. Donc, on voit bien que c'est vraiment en incarnant la promesse d'une meilleure acceptabilité ou d'une meilleure intégration sociale que la participation des patients au tourisme bariatrique va reposer sur leur espoir de se libérer finalement des sentiments négatifs qu'ils associent à leur poids, donc au sentiment de honte, de culpabilité ou même d'inconfort, en leur permettant de se défaire enfin, finalement, des qualités négatives qui sont culturellement associées au corps jugé trop large dans une société qu'on peut dire santéiste ou même capacitiste, dans le sens où on va souvent associer des qualités telles que le manque de volonté, de productivité, le laisser-aller, la fainéantise au corps jugé plus large. Donc, pour conclure, on souhaitait proposer une réflexion plus large sur la question de l'optimisme technologique qui réunit les patients qu'on a interrogés, puis aussi une réflexion sur les enjeux sociaux et les enjeux politiques que soulève, en notre sens, l'instrumentalisation croissante de cet optimisme-là par l'industrie biomédicale. Donc, ce qu'on peut d'abord faire comme constat, c'est que la recherche translationnelle et le tourisme bariatrique, en reposant sur les promesses d'un meilleur avenir de soins et de santé et sur les promesses d'une meilleure intégration sociale, s'alimentent à même les expériences affectives des patients. Donc, c'est-à-dire, s'alimentent à même la peur, l'anxiété et le désespoir dans le cas de la recherche translationnelle, comme on l'a vu, ou sur des préoccupations face à sa santé, des sentiments de honte ou d'humiliation pour ce qui est du tourisme bariatrique. Or, cet optimisme technologique-là, que viennent finalement alimenter ces deux industries de la santé, selon nous, il prend appui sur des visions très, très individualisées, privatisées, on peut dire néolibérales du soin, des institutions médicales et du rôle du patient. Selon nous, il est en effet révélateur, il nous semble, de voir comment
finalement au sein d'une culture de la santé qui est fortement axée sur l'autonomie et la responsabilisation individuelle et qui pousse les patients à agir rapidement dans ce contexte. Les patients qui participent à la recherche transnationale et au tourisme bariatrique vont mobiliser tout un discours de prise en charge de soi comme une responsabilité personnelle d'abord, mais aussi comme une responsabilité citoyenne et communautaire. Habités par l'espoir d'améliorer leur capital santé ou encore leur capital social, ces patients-là vont alors aborder leurs conditions leurs conditions de santé puis leurs décisions en fait, de santé comme des problèmes avant tout personnels et subjectifs plutôt que comme des enjeux collectifs ou des enjeux politiques. Qu'on sait largement dépendants des déterminants sociaux de la santé ou encore du financement des institutions de santé et de recherche. Donc, dans ce contexte, on trouvait important finalement d'insister sur le fait que les discours actuels de responsabilisation individuelle camouflent des enjeux sociaux et politiques plus larges, donc en termes de privatisation de la recherche, d'inégalité d'accès aux ressources ou encore de stigmatisation qui demande, selon nous, l'implication des organismes publics ou une plus forte implication des organismes publics, ainsi qu'une plus grande inclusion, une plus grande participation des citoyens dans l'évaluation ou dans la prestation, en tout cas, des services publics. Puis cela d'autant plus face à la place justement grandissante que prend le secteur privé dans les soins de santé actuellement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Anouk et Janie. C'était super intéressant. On a eu plusieurs questions, mais le temps file, donc je vais vous en poser une rapidement de la part d'Emilien, qui pose la question suivante. Comment s'organise la différence entre la recherche translationnelle et la recherche clinique dans les centres hospitaliers? Est-ce que cette différence est vraiment faite dans les services? Et est-ce qu'il serait possible de préciser ce qu'est la bioéconomie de la recherche translationnelle? Tout d'abord, pour la distinction entre recherche translationnelle et recherche clinique, la recherche translationnelle, en fait, elle va vraiment venir joindre à la fois le milieu hospitalier et à la fois les centres de recherche. Donc, ce qui est particulier avec cette proposition-là, avec ce modèle-là, c'est que, après la Seconde Guerre mondiale, avec le Code de Nuremberg, ce qu'on vise à faire, c'est diviser les deux. Hein, la recherche d'un côté, le soin de l'autre pour éviter des conflits d'intérêts chez les chercheurs, chez les cliniciens. Et là, ce que les chercheurs rendent compte, c'est que c'est super long avant qu'il y ait des retombées de la recherche dans le milieu clinique. Donc, ça peut prendre 15-20 ans avant que, par exemple, une recherche sur une molécule devienne adoptée dans la pratique clinique. Puis la recherche translationnelle, ce qu'elle propose de faire, c'est vraiment de réunir les deux. Donc, en fait, le gros changement, c'est plus au niveau de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que la recherche fondamentale qui est de se poser une question et d'essayer d'y répondre. La recherche translationnelle, ce qu'elle propose de faire, c'est, alors, dès la création, en fait, des questions de recherche, des problématiques de recherche, on doit avoir nécessairement des objectifs cliniques. Et là, les patients partenaires vont apparaître dans ce processus-là parce qu'on va souvent à même le processus de balbutiement, de réflexion des questions de recherche, intégrer des patients avec nous pour avoir une idée des réalités cliniques dès l'élaboration du projet de recherche. Donc, c'est ça que ça propose de faire. Donc là, ça vient vraiment réunir le milieu hospitalier et les laboratoires de recherche. Et pour ce qui est de la bioéconomie, la bioéconomie, je peux laisser Anouk répondre parce que finalement, quand on parle de bioéconomie dans la recherche translationnelle ou dans le tourisme bariatrique, on fait un peu appel à la même chose. Anouk, si tu veux, est-ce que tu veux y aller? Oui. Donc, c'est ça. Donc, la bioéconomie, finalement, c'est en fait, ça renvoie à une économie du vivant, une économie des corps qui aurait été finalement propulsée un petit peu par le financement de plus en plus privatisé de la biomédecine. Donc, on parle vraiment d'un secteur qui allie l'économie du vivant, donc basé sur des produits du corps humain, donc les échanges commerciaux de gamètes, les cellules souches. La question portait sur la définition de la bioéconomie ou sur le lien, excusez-moi. Oh, c'était vraiment
la configurer ensemble, effectivement, de comment c'est lié avec la recherche. En fait, moi, c'est vraiment avec la recherche translationnelle, parce que je ne vois pas Oui, comment... Autant la chirurgie bariatrique, je pense voir bien comment ça s'intègre, oui, autant la bioéconomie de la recherche translationnelle me pose problème, parce que la recherche translationnelle, comme tu l'as dit, Agnès, elle est très liée à la recherche fondamentale, et donc un processus souvent de recherche publique. Et donc, ça me posait je n'étais pas très sûr de voir comment ça s'ajuste. En gros, c'est que les patients, qu'on appelle des patients collaborateurs, souvent, ça va aussi être des sujets d'expérience. Donc, c'est là que ça devient la frontière où la bioéconomie, elle devient présente, c'est que ces patients-là vont participer à la production de nouvelles connaissances, à la fois en étant, par exemple, sur les comités éthiques, sur les comités de recherche, mais aussi en donnant eux-mêmes du matériel biologique. Donc, c'est pour ça que je disais qu'ils deviennent à la fois un sujet de la recherche, donc un acteur, et un objet de la recherche en fournissant eux-mêmes leur matériel biologique. Souvent, ces patients partenaires-là, qui sont maintenant sur les comités de recherche, ont aussi été dans le passé ou encore des sujets d'expérience, donc des participants à la recherche expérimentale en médecine. C'est un peu plate, là, je m'interpose. De couper la conversation, c'est super intéressant, mais comme le temps file, on va passer à la communication, la deuxième communication, qui justement est faite par Émilien. La deuxième communication s'intitule « Les économies morales et des promesses en santé, les cas de nouveaux médicaments contre les cancers pédiatriques ». Je présente Émilien, je te présente une petite seconde. Émilien Schultz est chercheur postdoctorant en sociologie des sciences et des techniques à l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Ses travaux actuels portent sur l'innovation thérapeutique dans le domaine de la santé, le conseil scientifique à la décision politique et les méthodologies d'enquête. Donc, Émilien, je pars le timer tout de suite, puis je te laisse, je t'envoie des messages privés pour te dire, pour te faire signe là, pour les temps. Super. Mes slides sont visibles? Pas de problème? Oui. Super, très bien. Donc, merci pour l'organisation de ces journées. Alors, cette présentation, c'est un travail collectif avec Daniela et Solène qui ont participé aux différents projets sur lesquels ils se basent. Et en fait, la communication qui viendra après, donc de Sylvain et Estelle, prolongera en fait, c'est connecté aussi, vu que c'est des projets qui ont pu se croiser et qui sont similaires. Je ne sais pas si on va dire exactement. Donc, ça procède un peu aussi du même point de départ. Et donc, ce que j'aimerais faire là, dans le temps qui m'est imparti, c'est en fait de partir d'un constat qui a été fait sur un projet spécifique, sur les cancers pédiatriques, mais replonger dans les questions d'innovation plus générale de l'innovation dans le domaine du cancer, sur les nouveaux médicaments qui arrivent, et d'un constat d'une différence, et d'essayer de proposer une explication de pourquoi dans les promesses de cette innovation médicamenteuse qu'on va avoir, on ne retrouve pas exactement les mêmes choses sur les domaines, et faire une proposition à ce moment-là, c'est-à-dire d'étendre un peu la notion d'économie de la promesse et de parler d'économie morale de la promesse, et de justifier pourquoi, à la fois c'est pertinent et ça permet de mieux comprendre ce qui se passe pour les cancers pédiatriques. Et peut-être après, je laisserai en discussion la question de l'ouverture à d'autres secteurs de la santé et au-delà. Alors, juste pour remettre un peu tout ça dans un contexte, parce que c'est de là dont part l'interrogation, il y a depuis une dizaine d'années, on va dire, le développement de ce qu'on appelle la médecine génomique, qui prend plusieurs noms, mais qui globalement utilisait des biomarqueurs omiques pour guider soit la prévention, soit le traitement de différentes pathologies. Et dans le domaine du cancer, cette utilisation des données génomiques, données protéomiques, etc., prend un nom qui est la médecine de précision et passe actuellement, concrètement, en clinique, dans le soin, et donc devient opérationnel, tout en restant encore très largement empreint de promesses et de différentes formes de recherche, cliniques, translationnelles, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a mené avec Sylvain, Solène, Estelle et d'autres des projets sur l'innovation dans le domaine du cancer, et en particulier deux projets qui servent un peu de base de réflexion là. Un projet sur l'accès des enfants en rechute de cancer, donc avec des cancers avancés, à l'innovation thérapeutique de la médecine de précision dans le cadre de la recherche, et une thèse, celle de Daniela, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va suivre sur le développement de la médecine de précision en France, et en particulier un essai spécifique de nouvelles molécules ciblées justement sur des altérations génomiques spécifiques. Voilà. Et donc, on est dans ce contexte en fait, de beaucoup de promesses d'arriver avec de nouvelles thérapeutiques ciblées sur des altérations génétiques spécifiques de cancer. Et dans ce cadre-là, le constat, c'est la suivante, c'est qu'on a une promesse générique, on va dire un peu, qui couvre l'ensemble de la santé, autour de la médecine génomique, la médecine de précision, qui va amener un certain nombre de solutions thérapeutiques. Et par contre, des formulations différentes, qui prennent des formes suivant les secteurs du domaine de la santé.
Et dans le cas précis, en oncologie pédiatrique, ces prothèses-là sont très présentes, elles sont instanciées par les médecins-chercheurs, elles donnent lieu à des essais qui se connectent très vite aux soins, qui proposent des solutions thérapeutiques et qui sont proposées aux familles. Chez les adultes, c'est aussi le cas, mais un peu moins saisi comme un objet de mobilisation. Et dans d'autres secteurs plus éloignés du cancer, il y a aussi des essais pour cette précision, cette géométrique, mais qui ont plus de mal à avancer. Et donc la question, c'était un peu de rendre compte de cette formulation différentielle des promesses par les industriels, par les médecins, par l'ensemble des acteurs du système. Et donc, la proposition, c'est en fait de parler d'économie morale autour de ces promesses d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des attentes sur un certain nombre de technologies, et ce n'est pas spécifique à la médecine précision. On va retrouver, à mon avis, et je reviendrai, des questions similaires pour l'intelligence artificielle, et de les réinscrire avant de les analyser comme étant vraiment concernant les personnes, donc les médecins, les familles, les patients, etc., de les réinscrire dans des économies morales sectorielles et qui, elles, sont tissées de chercheurs et de patients avec des trajectoires qui vont être différentes suivant l'expérience de la maladie qu'ils ont, et surtout, et aussi, des valeurs et des attentes différenciées, suivant qui est concerné par la maladie, la démographie de ces personnes-là, et donc fortement chargées, en fait, d'attentes et de règles. Et pour cela, l'idée qu'on a proposée, c'est d'emprunter la notion d'économie morale, qui est une notion qui est largement présente en anthropologie et en sociologie, qui a eu une vaste quantité d'acceptions différentes, qui va de Thomson sur les questions plus vraiment économiques, à Scott pour l'anthropologie anarchiste, jusqu'à dans nos communautés de STS, d'études sur les sciences, Lauren Daston, qui en a aussi fait une formulation, et qui est repris un peu de manière synthétique par Didier Fassin dans un texte de 2009, sur lequel on s'appuie, qui est l'économie morale, c'est la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des éducations dans l'espace social, et donc pas la morale au sens religieuse, mais une morale plus liée aux valeurs, plus pour éviter les compromis, et donc qui correspond vraiment très concrètement à l'indexation, finalement, d'un certain nombre de choses, à un système de normes et d'obligations imprégnées d'affect, donc d'émotions, conditionnant les jugements sur la valeur, donc l'évaluation de la valeur de certains biens ou, et ça nous concerne, de certains discours. Et donc la proposition, que je vais essayer de creuser un peu et de montrer qu'elle vaut quelque chose dans la question de l'oncologie pédiatrique, c'est qu'on est face à des économies de la promesse dans l'innovation technoscientifique, et en particulier l'innovation technoscientifique morale, mais contextualisée. Et donc des promesses prises dans des évaluations locales de leurs valeurs. Et ça, on le voit en fait dans les travaux qui s'intéressent un peu à l'économie de la promesse. Suivant les secteurs, elles ne vont pas rencontrer le même type de critique, elles ne vont pas rencontrer le même type de contraintes à s'exprimer, à circuler, et en fait, elles ne vont surtout pas concerner les mêmes mondes sociaux. Elles vont être confrontées à des régulations spécifiques sur ce qui peut être, ne pas être, elles vont être confrontées à des socialisations différentes d'acteurs et à des publics différenciés qui vont être sensibles ou pas à ces promesses. Donc, les travaux existants montrent déjà qu'il y a un peu cette séparation entre différents mondes. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers, non pas une notion générique, mais d'aller vers une description un peu plus épaisse de ces économies morales. Et donc, la proposition que je vais faire là, c'est de justifier que ça vaut la peine d'aller vers cette notion d'économie morale de la promesse. C'est sur le cas des nouveaux médicaments, et peut-être plus généralement de l'innovation thérapeutique en oncologie pédiatrique. Donc, ce sont les cancers de l'enfant. Et le cas qu'on a traité, c'est le cas français. Donc, je vais parler de celui-là, mais j'imagine qu'il y a quand même de très fortes correspondances avec le cas québécois, et plus généralement avec le cas des pays, on va dire, développés du capitalisme tardif. L'oncologie pédiatrique, la particularité, c'est que c'est une maladie rare. Elle représente 1% des cancers, dans l'ensemble des cancers, et d'environ 2500 cas chaque année en France. Et ce sont aussi des pathologies, donc un ensemble de pathologies plus ou moins graves, assez différenciées de celles qui touchent les adultes. Elles prennent place dans un contexte de nos sociétés dans lequel il y a une dimension assez inadmissible de la mort d'un enfant, et donc dans un domaine qui est très chargé de valeurs sur les conséquences de ces pathologies, potentiellement plus que sur les cancers adultes, au moins pour les personnes âgées, qui sont plus normalisées, au moins dans la représentation sociale de ce qu'est le cancer, associé à une maladie plus, et je mets des guillemets, de vieux. C'est lié à un système de santé qui s'est organisé depuis la seconde moitié du XXe siècle autour, et c'est le cas en France, d'un petit nombre d'unités spécialisées avec une communauté d'oncologues pédiatres, qui sont avant tout des pédiatres, qui sont surspécialisés en oncologie, et donc qui forment en fait un groupe spécifique de praticiens qui en plus ont une affinité assez forte avec les questions de recherche. Parce que si les traitements ont augmenté depuis le milieu du XXe siècle, avec quasiment au début 0% de survie jusqu'à 80% de survie maintenant pour les enfants et adolescents touchés par les cancers, avec potentiellement aussi des effets secondaires à long terme, on parle de survie, il y a un plateau constaté depuis pas mal d'années
avec finalement une critique que les modèles d'innovation actuels, et là on peut reparler peut-être de néolibéralisme, qui incite en fait un certain type d'investissement de la part des industriels, dessert un peu l'oncologie pédiatrique et en fait les maladies rares en général. Et donc, les traitements innovants sont d'abord portés chez les adultes, peu chez les enfants, ce qui fait que la pratique des oncologues pédiatres, c'est surtout d'utiliser des médicaments autorisés chez l'adulte et pas chez l'enfant, donc faire des traitements hors autorisation de mise sur le marché, et de recourir largement à des essais cliniques pour accéder à de nouveaux médicaments, et donc de lancer des essais cliniques pour développer de nouvelles solutions thérapeutiques pour les cancers résistants. Enfin, il y a deux caractéristiques qui sont vraiment importantes, et je vais y revenir, c'est la configuration de l'expérience du soin. La question des cancers pédiatriques implique quasiment automatiquement les familles, et donc le rôle très fort des parents comme aidants tout au long de la prise en charge, à la fois économiquement, émotionnellement et matériellement. Et c'est un corollaire, un engagement de la société civile vraiment important, parce que ces parents-là, en particulier quand ils perdent leur enfant d'un cancer, s'engagent dans la forme d'association, la forme de militants, et vont, plus que dans les autres secteurs du cancer, plutôt adultes, produire finalement une pression de la société civile pour financer la recherche, financer l'innovation et faire du plaidoyer auprès des différents acteurs politiques. Donc c'est juste pour donner quelques mots très brefs, et forcément le temps est limité, ce qui fait qu'on a, dans le secteur de l'oncologie pédiatrique, finalement une récupération très rapide et très forte de ces promesses de la médecine de précision qui se déclinent très concrètement dans la mise en place de grands essais cliniques. Et donc, nous, celui qu'on a étudié avec Sylvain, c'est l'essai Accès eSmart, qui est un essai qui permettait de mettre à disposition un certain nombre de molécules sur des altérations génétiques spécifiques aux enfants avec des cancers avancés. Et vous avez aussi au Québec des programmes similaires, je vais tomber dessus par ailleurs, mais un discours sur ce que vont apporter ces nouvelles thérapies ciblées aux cancers avancés et à ces enfants et adolescents touchés par cette maladie. Et donc, cette promesse-là, par contre, elle se retrouve finalement ancrée, portée, renouvelée et suivie par l'ensemble des acteurs du domaine. Et donc, il va y avoir à la fois dans les différents centres qui font de la recherche un engagement très fort des médecins, chercheurs qui prennent à cœur de construire des programmes auprès des agences de financement, au cœur de leurs associations professionnelles, un recours très large dans le soin lui-même quand on arrive vers des cancers un peu plus avancés, de la recherche comme une possibilité d'avoir accès à une molécule qui pourrait fonctionner, et donc à la fois qui répond aux demandes des familles, souvent, qui ne veulent pas baisser les bras, qui sont aussi un recours pour les médecins pour pouvoir continuer la prise en charge face à des situations qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de soins standards autorisés par les agences de santé, et aussi des médecins qui croient à la possibilité d'un bénéfice. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incarné, ce n'est pas juste des paroles. Ils constatent des effets et des effets positifs dans un type de cancer. Et puis, par ailleurs, il y a des associations, comme je l'ai dit, qui vont financer et apporter des grandes sommes d'argent pour mettre en place ces essais et pousser à l'innovation thérapeutique dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Et donc, on se retrouve finalement, non pas à des promesses sur ces nouveaux médicaments qui vont être un peu flottantes dans le domaine du cancer, mais au contraire, qui vont être très fortement portées et imprégnées ou entourées de règles et de valeurs. Alors, dans le cas précis, je vais être vraiment très bref, il y a des règles formelles qui vont déjà contraindre ce qui peut être dit comme type de promesse sur ces nouvelles molécules ciblées de la médecine de précision. La première, c'est qu'en fait, il y a une régulation formelle de ces promesses-là, dans la mesure où il y a une séparation, toujours encore dans le système de santé, entre d'un côté le soin standard, autorisé par les différentes formes de régulation, et la recherche, qui est encadrée par un certain nombre de dispositifs formels qui limite en fait ce que l'on peut dire ou croire sur une promesse thérapeutique d'une molécule qui n'est pas encore testée. Et donc, c'est l'ensemble des procédures d'autorisation de mise sur le marché, et dans le cas de la recherche, le consentement éclairé qui vise justement à rendre visible le fait que c'est qu'une promesse et le degré d'incertitude de la participation à cette recherche clinique. Il y a aussi un certain nombre de régulations professionnelles, par exemple les réunions de concertation pluridisciplinaire qui impliquent plusieurs praticiens qui vont discuter de la possibilité d'un traitement et donc mettre en débat potentiellement la participation éventuelle à un essai clinique ou à une recherche clinique, et participe en fait à limiter, dans le cas du cancer en général et en oncologie pédiatrique en particulier, à apporter un regard pluriel de spécialistes, et pas seulement des pédiatres-oncologues, mais aussi potentiellement des spécialistes des soins palliatifs. Toutefois, dans le cas précis des cancers avancés, ces frontières se brouillent un peu parce qu'il y a une culture en fait de porosité entre le soin standard et la participation à la recherche clinique. Et comme je l'ai dit, l'oncologie pédiatrique est très marquée par beaucoup de médecins-chercheurs donc, qui ont l'habitude aussi de s'engager dans la réalisation d'essais cliniques. Ce qui se trouve, c'est que
ces différentes promesses sur ces nouvelles molécules sont aussi encadrées par des valeurs et des organisations spécifiques au domaine de l'oncologie pédiatrique. Et je n'en citais que deux pour essayer de rester contraint. C'est les deux principales qu'on a observées sur le terrain. Tout d'abord, c'est le souci de l'enfant malade qui va se retrouver à tous les niveaux, à la fois auprès, évidemment, des familles et des parents, mais aussi par les médecins et les différents interlocuteurs qui vont avoir le souci de ne pas contrebalancer une promesse hypothétique avec la qualité de vie et finalement juste la fin de vie de l'enfant qui peut être mise en péril par une participation trop lourde, un essai clinique trop hypothétique. Et cela, même les médecins-chercheurs, ceux qui s'engagent au quotidien à construire ces essais-là, à faire cette promesse, en disant que ça peut marcher, la médecine de précision, vont en permanence faire ce travail de rectification de ces promesses. Et dans le cas précis là d'une médecin-chercheuse dans les grands centres hospitaliers français qui dit, bah voilà, un enfant, ce n'est pas du gruyère, on ne fait pas des biopsies comme ça, c'est tout ça où on joue, parce que tous les parents ont l'espoir, c'est comme ça, il faut trouver cette balance, en fait, complètement à côté de la plaque, et de presque dire à tout le monde qu'on va les guérir, et d'un autre côté, d'être trop pessimiste et de rien faire. Donc il y a un travail en fait de requalification, et c'est un entretien parmi d'autres, sur l'importance de garder en fait une certaine mesure dans ces promesses, et de ne pas non plus promettre n'importe quoi. Le deuxième point, qui est vraiment le point peut-être central de l'oncologie pédiatrique, et qui vraiment tisse et particularise ce domaine, c'est le rôle vigilant des parents dans tout le processus d'innovation, et qui ont un rôle double. D'un côté, ils participent activement à être les premiers promoteurs de l'innovation, d'aller chercher des molécules pour leurs enfants malades et potentiellement pour les enfants des autres quand leur propre enfant a été touché. Donc, ils vont être, comme je l'ai dit, porteurs d'associations et lever des fonds. Mais à l'inverse, ils vont aussi être présents à tous les stades où la promesse peut être produite, énoncée, circulée, dans la mesure où ils sont aussi enrôlés par les médecins chercheurs comme des partenaires, beaucoup des patients experts. On en revient au thème précédent de la communication. Ils vont se retrouver assis au colloque dans lequel participent les différents cliniciens et médecins-chercheurs. Ils vont directement être dans les comités de surveillance des différents projets pour développer de nouveaux médicaments. Et donc, vont se retrouver finalement tissés dans l'ensemble des dispositifs de production des promesses et de leur suivi, au sens de voir si derrière, les résultats vont bien être à la mesure des attentes. Et donc, comme le dit un des chercheurs très impliqués dans la coordination nationale et internationale de ces grands essais, de chercher de nouvelles molécules pour les cancers avancés, quand les politiques s'aperçoivent qu'il y a la maman qui raconte l'histoire de son enfant qui est décédé, et qu'en plus la maman leur dit là ça va pas, il faut faire ça, eh bien c'est efficace. Et donc on se retrouve avec une efficacité directe à tous les niveaux en fait, du domaine, du rôle des parents qui sont actifs et participent à modérer ou à promouvoir un certain type de promesse. Et donc, juste pour un peu synthétiser tout ça, l'économie de la promesse sur ces nouveaux médicaments issus de la médecine de précision en oncologie pédiatrique, mais ça pourrait s'étendre aux nouveaux médicaments en général, donc à la dynamique d'innovation thérapeutique en oncologie pédiatrique, s'intègre finalement dans une dimension très contextualisée. D'un côté, il y a des tensions spécifiques portées par ce domaine, qui sont le besoin de traitement dans un contexte où il y a un manque encore perçu de molécules pour ces 20% d'enfants qui décèdent encore du cancer. Ça engage la culture professionnelle d'une communauté de pédiatres-oncologues qui est clairement différenciée des oncologues, on va dire, adultes et des autres segments professionnels, et structure autour de valeurs centrales, comme on l'a vu, qui sont fortement empreintes d'émotions. Donc, ce n'est pas seulement des discours, c'est aussi finalement le vécu quotidien de chacun de ces acteurs, que ce soit des régulateurs, des chercheurs, des parents, et avec un rôle qui est enrôlé historiquement dans ce domaine-là, des maladies rares, des parents, à la fois dans le suivi des promesses et dans leur soutien et dans leurs limites. Voilà, ça c'était juste pour le cas, et je vais essayer de dépasser un petit peu dans les quelques minutes, 3 minutes qui me restent. On voit particulièrement ça, cette dimension très morale, très émotionnelle en oncologie pédiatrique, parce que la question de l'enfant malade est très présente. Mais l'hypothèse peut être faite d'aller plus loin et d'aller vers chercher la pluralité des économies morales qui pèsent sur l'innovation, et à minima se dire que le domaine de la santé, finalement, c'est un domaine qui est très fortement empreint d'impératifs moraux. La question du soin est quand même un secteur d'innovation assez spécifique, assez différent potentiellement du spatial, de l'électronique ou de nouvelles technologies. Donc déjà, on peut se poser la question à quel niveau on peut construire cette économie morale et quels sont les différents enchevêtrements qu'on peut avoir. Et dans le secteur de la santé, on va avoir des domaines très différents. Et là, on a parlé de l'oncologie pédiatrique, surtout en comparaison avec l'oncologie adulte, mais quand on ouvre un peu dans les autres secteurs de santé, on peut se poser la question de quelles sont ces économies morales qui vont contraindre ou pas différents segments d'innovation. Et alors, juste pour donner un petit exemple, pour montrer l'intérêt peut-être d'étendre ça, c'est esquisser une autre étude qu'on est en train de finir avec un collègue, Lomigno, qui est l'autre domaine, l'intelligence artificielle en santé, qui est d'ailleurs au thème du colloque,
qui se développe dans l'ensemble de la santé avec son lot de promesses sur l'amélioration du soin, et une étude spécifique qu'on a fait sur la radiologie, et donc l'apport de nouvelles technologies de traitement d'image pour les radiologues. Et donc là, on se retrouve finalement avec un secteur, avec des industriels historiques et des nouvelles startups qui arrivent avec plein de promesses, mais surtout un segment professionnel bien installé. Le segment des radiologues, avec leur économie, leur modèle économique d'imagerie, etc., impliqués dans la scénologie, donc pour la prévention des seins, etc., qui ont vraiment leur modèle économique. Et ce qui se trouve, c'est que cette dynamique d'innovation, actuellement, en tout cas en France, en fait, elle est très dépendante, et donc c'est le résultat d'une étude, d'une régulation professionnelle cette fois-ci. Et donc, l'économie morale qui pèse sur ce que les industriels promettent en termes d'innovation va être très tenue par les radiologues, tout simplement parce que c'est les principaux utilisateurs des dispositifs médicaux qui vont être produits. Et donc, les industriels ne vont pas promettre mont et merveille. Ils vont être collés à ce que veulent les radiologues, et en particulier, ne pas être remplacés. Et donc, mettre à distance la peur du remplacement de la radiologie par des dispositifs automatiques d'intelligence artificielle. Et donc, les industriels produisent des promesses et calibrent les promesses par rapport à ces valeurs professionnelles des radiologues. Et donc, en guise de synthèse, et je finirai là, j'ai essayé de faire une petite proposition dans les 20 minutes d'une mise en perspective de ce qui conditionne et contraint en même temps les économies de la promesse dans le domaine de la santé. Et l'idée, c'était un peu d'approfondir l'accroche du colloque. C'est l'ensemble du milieu de la recherche qui est mu par la promesse et les attentes, certes, mais vraiment pas de la même manière selon les secteurs. Et donc, il y a une modulation en fonction des domaines. Ça pose la question à la fois de la spécificité du domaine de la santé par rapport aux autres, et c'est peut-être ce début de matinée pour vous, et ici en France, la fin de l'après-midi qui va permettre d'en discuter, et qui ouvre une ligne de suite sur l'encastrement des promesses d'innovation dans les autres sphères sociales. Et je finirai en remerciant l'ensemble des enquêtés qui ont participé, les financeurs, en particulier l'association Imagine for Margot pour l'enquête sur la participation des enfants à la recherche clinique, et les autres collègues, dont vous entendrez une partie tout de suite après moi. Merci. Merci beaucoup, Émilien. J'ouvre Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Zoom? Est-ce que quelqu'un aurait une question? J'en ai une, mais je préférerais... Dans les économies morales, ma compréhension des économies morales, c'est s'inscrit surtout dans des dynamiques de pouvoir particulières, l'utilisation de l'économie morale, comme dans les luttes ouvrières ou les luttes paysannes dans le cas de Scott. Est-ce qu'il y a une dynamique semblable dans le cas que vous analysez ici, là, dans le cas de l'oncologie pédiatrique? C'est vrai qu'il y a deux exceptions de l'économie morale, effectivement, en anthropologie et sociologie, celle que tu mentionnes, avec surtout marquer en fait les tensions qui existent en groupes sociaux, et celle plus floue de Lorraine Daston. Et Didier Fassin insiste plus sur cette dimension-là, ensemble de règles. Et donc, je n'aurais pas forcément d'éléments à donner là-dessus, je ne pense pas. Dans le cas précis, cette partie de la notion ne marche pas. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, c'est qu'en tant que telle, la notion d'économie morale est assez creuse. Et donc, je fais remarquer l'intérêt chez Thomson, cette notion-là, c'est qu'elle permet de montrer en fait ces luttes qui existent en interne. Ici, comme je me suis intéressé qu'à un secteur et pas aux tensions à ses marges, je n'ai pas vu arriver, mais potentiellement, et là, je n'ai pas d'éléments pour donner, mais sur les adolescents et la participation des adolescents à la recherche clinique, on va se trouver cette frontière entre adultes et pédiatriques, et il y a des enjeux qui se créent là. Et là, il y a une confrontation d'économie morale, avec des pédiatres qui vont récupérer, par exemple, leurs patients, parce qu'on prend mieux soin, en fait, du patient dans le cas d'un cycle pédiatrique. Donc, on va avoir des tensions, mais qui ne vont pas se former sur les révoltes morales des paysans. Voilà. Et donc, oui, c'est à la fois... Tu as raison de pointer cette limite, et l'intérêt, c'est la description profonde beaucoup de cette économie morale, plutôt que juste de fonctionner ça comme un concept vide, n'importe pas grand-chose. C'est super intéressant. Juste le rôle des parents aussi, le rôle des parents aussi dans cette dynamique-là doit être... c'est super intéressant. On va passer à la troisième communication dans ce cas-ci, une communication qui est faite par Estelle Vallier et Sylvain Bell, qui s'intitule « Les essais précoces, une réponse à la promesse d'accélération de la recherche en cancérologie ». Estelle Vallier, elle est sociologue, postdoctorante au Centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, où elle travaille sur les innovations en cancérologie.
Sa thèse soutenue en 2019 porte sur les relations, pardonnez-moi, sciences-industrie dans le secteur des biotechnologies. Sylvain Bell, j'espère que je prononce votre nom comme il faut, est sociologue à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et titulaire de la chaire SHS-INCA, Enjeux sociaux de la médecine personnalisée et des innovations en cancérologie. Ses travaux portent sur la relation entre soins et recherche dans le domaine de la cancérologie. Donc, je vous passe la parole. Je vais vous, au cours de la communication, je vais vous faire signe là, à 5 minutes, 2 minutes et 1 minute la fin de votre communication. Et puis, pour les participants, je vous invite à m'envoyer vos questions pendant la communication en message privé. Bonjour tout le monde et puis merci aux organisatrices et aux organisateurs pour l'opportunité de présenter notre travail aujourd'hui. Donc il va y avoir une certaine continuité avec la présentation d'Emilien et puis des choses qui vont, quelques petits renvois à des moments. Donc nous, pour cette communication, on va vous parler d'une promesse particulière dans le champ de la lutte contre le cancer, qui d'après nous se manifeste aujourd'hui autour d'un enjeu d'accélération de la recherche clinique, donc déjà un peu évoqué par Emilien précédemment, et qui prend forme dans les premières étapes de recherche qui sont connues en cancérologie sous le nom de phase précoce. Donc, pour rappeler un peu le contexte, mais je vais le détailler ensuite, on a constaté qu'en remontant dans les années 70, la promesse principale était de vaincre, d'éradiquer le cancer. Donc, par exemple, c'est la fameuse War on Cancer de Nixon aux États-Unis en 71. Et donc, force est de constater que la défaite dans cette guerre 50 ans plus tard, puisque le cancer reste la première cause de mortalité dans plusieurs pays. C'est le cas en France et au Québec. Donc, face à cet échec, on a constaté que la promesse, elle s'est progressivement transformée, et puis particulièrement ces dernières années, en une volonté d'accélérer la recherche pour que les médicaments soient rapidement mis sur le marché. Et donc, cette transformation de la promesse, elle s'accompagne en fait de profonds changements dans la conduite des essais cliniques au profit donc, des premières étapes de recherche sur l'humain, donc qui sont les phases 1 et 2, donc les phases précoces. Donc, la principale particularité de ces phases, c'est l'absence de randomisation qui traditionnellement est réservée à la phase 3, donc c'est-à-dire que dans ces phases, il n'y a pas de groupe de comparaison afin d'avoir la preuve clinique que les bénéfices de la molécule testée sont supérieurs à un groupe de patients qui va recevoir un placebo ou le traitement standard. Donc, dans les phases précoces, cette comparaison, cette randomisation n'existe pas, mais c'est là donc, où les dernières innovations vont être testées pour la première fois sur l'humain. Et donc, jusqu'à récemment, les représentations médicales sur ces premières phases, elles n'étaient pas forcément associées à des opportunités thérapeutiques pour les patients, mais depuis une quinzaine d'années, on observe qu'il y a un véritable intérêt clinique et scientifique qui leur est porté et qui, du coup, vient transformer l'organisation de la recherche clinique en cancérologie. Une des conséquences les plus marquantes, c'est la création d'unités dédiées aux phases précoces au sein des hôpitaux, dans lesquelles donc, des médecins-chercheurs se voient confier les molécules industrielles pour les tester sur des patients éligibles aux essais. Donc, avec cette communication, il s'agit vraiment de vous présenter l'articulation entre, dans un premier temps, la réactualisation de la promesse de lutte contre le cancer autour d'enjeux d'accélération. Et puis, dans un second temps, Sylvain reviendra sur comment cette accélération transforme l'organisation traditionnelle de la recherche clinique. Donc, avant ça, merci. Avant ça, je reviens rapidement sur le matériau empirique sur lequel on s'appuie.
Donc, ce sont des données qui ont été collectées lors de 2 programmes de recherche. Donc, un premier qui s'intéressait aux conditions d'accès aux phases précoces, donc qui s'appelait Égalican, avec un premier volet qualitatif et un second quantitatif, et qui ont eu lieu entre 2010 et 2017. Donc, Sylvain et Emilien ont particulièrement travaillé sur ce programme. Et un second programme de recherche financé par la Ligue contre le cancer qui a démarré en 2019 et qui est toujours en cours, qui s'appelle ROMEA, pour rôle des médecins adresseurs, toujours dans l'accès aux essais précoces et qui, pour le coup, s'intéresse davantage aux dynamiques professionnelles entre médecins. Donc, le matériau mobilisé pour cette communication, il est principalement issu de cette dernière étude, avec 36 entretiens avec des médecins-chercheurs, 44 avec des patients, des observations dans 5 unités de phase précoce et dans des conférences scientifiques sur le sujet. Et on a complété ce matériau pour analyser la question de la promesse avec du contenu narratif qu'on a collecté principalement dans la presse, mais aussi sur des sites institutionnels, d'industriels et d'associations de patients principalement. Donc, j'en viens justement à cette promesse et à sa réactualisation. Si tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. Merci. Donc, la littérature sur la promesse a montré qu'en fonction des événements et du contexte, une promesse peut se voir réadaptée pour correspondre aux enjeux actuels. Et donc, c'est ce qu'on observe et ce que j'évoquais en introduction dans le cadre du cancer, où on serait passé d'une promesse d'un traitement unique à celle de traitements variés et différenciés avec l'arrivée d'innovations biomédicales, principalement depuis les années 2000, avec les thérapies ciblées ou encore l'immunothérapie. Donc, cette promesse, elle s'énonce dans un contexte internationalisé, puisque la recherche sur le cancer s'effectue à un niveau mondial. Je précise que je prends l'exemple des États-Unis, parce que c'est un peu ici un exemple un peu typique, parce que dans lequel la promesse a été clairement énoncée, mais on la retrouve ailleurs. Donc, la guerre contre le cancer lancée par Nixon et sa promesse de victoire grâce à un traitement avant la fin de la décennie 70 va être traduite dans la loi. Donc, c'est le National Cancer Act. Et à défaut donc d'être réalisée, cette promesse, elle va surtout permettre des investissements importants dans la recherche sur le cancer et notamment sur la génétique dès les années 80. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que l'échec de cette promesse, elle va surtout conduire à la réactualiser. Et donc, 40 ans plus tard, sous l'administration Obama, avec le programme Cancer Moonshot mené par Joe Biden, on ne va plus parler de vaincre le cancer, mais d'accélérer la recherche en cancérologie. Donc, pareil, ça va être adopté par le Congrès américain en 2016. Et ce programme, il vise explicitement à rendre disponible plus rapidement et en plus grand nombre des innovations aux patients. Donc voilà, progressivement, on observe l'émergence de cette rhétorique de l'accélération dans la presse généraliste francophone traitant du cancer. On l'a observé particulièrement pour ces 5 dernières années et qui semble faire consensus donc chez une diversité d'acteurs, qu'il s'agisse de médecins, d'industriels, d'associations de patients. Mais donc, au-delà de cette tournure rhétorique, on s'est surtout interrogé sur ce que recouvre réellement cette promesse d'accélération qui semble faire l'unanimité. Et donc, sur ce point, on s'est appuyé sur le concept de processus d'accélération sociale qui a été conceptualisé par le sociologue allemand Hartmut Rosa dans un ouvrage de 2010. Dans lequel il montre comment la société moderne se caractérise par un phénomène d'accélération du temps. Donc pour nous, l'accélération de la recherche en cancérologie, elle s'inscrit dans ce processus général d'accélération du temps, mais elle revêt 2 dimensions particulières. Donc d'une part, l'accumulation des molécules à tester et la précocité des résultats de recherche. Toujours partant de Rosa, donc dans son analyse de l'accélération, il constate que l'accumulation du capital va augmenter le rythme de la production.
Et donc, de manière similaire, on voit que le développement des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, enfin, de la médecine génomique en général, est associé à une production plus importante de molécules qui arrivent dans les premières phases de recherche clinique. Donc là, sur le côté de la slide, on vous a mis justement un bout de slide qu'on a emprunté à un médecin qui montrait que pour 800 nouvelles molécules en développement clinique, pour traiter le cancer, seulement 200 médicaments sont commercialisés. Et donc, pour mettre un peu à jour ces chiffres, en 2020, c'est une revue qui s'appelle Pharm qui estime que c'est plus 800, mais près de 1500 nouvelles molécules, nouveaux traitements, qui sont en cours de recherche clinique. Et donc, parmi ces traitements, seule une petite partie d'entre eux vont passer avec succès les étapes de recherche. Donc, on voit ici que ce phénomène d'accumulation qu'on a essayé d'analyser s'opère au moment des essais cliniques, mais pas forcément dans le soin. Et par ailleurs, cette accumulation de nouvelles molécules, elle va être soutenue par quelques success stories. Donc, on a notamment donné l'exemple dans notre chapitre du médicament Glivec, qui au début des années 2010 a montré des résultats spectaculaires de rétablissement pour les patients inclus dès les phases précoces. Et donc, ce genre de success stories qui vient soutenir et renforcer cette promesse d'accélération. Ouais, super. Et donc, aux côtés de cette dimension d'accumulation, s'ajoute ce qu'on a appelé la recherche précoce de bénéfices thérapeutiques pour les patients pour accélérer le passage vers le soin. Donc, l'idée, c'est de regarder très tôt s'il y a des bénéfices thérapeutiques pour les patients. Et donc, ça s'explique à la fois pour des raisons évidemment économiques, pour éviter aux industriels d'investir dans des molécules qui, au final, ne montreraient pas de bénéfices dans les phases suivantes et qui, au final, ne seraient jamais commercialisées. Mais il y a aussi des enjeux cliniques, donc, qui est de faire bénéficier le plus tôt possible aux patients des innovations. Donc là, je vous ai mis justement un exemple d'un titre de presse sur l'industriel Servier et puis un exemple d'un colloque organisé par une association de parents d'enfants atteints de cancer qui utilisent tous les deux la rhétorique de l'accélération. Et donc, cette recherche précoce de bénéfices, elle est particulièrement marquante chez les patients qui sont de plus en plus demandeurs pour accéder le plus tôt possible à ces molécules. Et donc, on observe progressivement une forme de consommation médicale chez le patient où il vient de plus en plus jouer un rôle actif pour participer à des protocoles de recherche. Et si on reprend une nouvelle fois l'analyse de Rosa, la vitesse de consommation est justement le pendant de l'accélération de la production. Pour lui, il s'agit d'un processus auto-alimenté, donc dans lequel l'accélération de la production entraîne forcément des attentes et des comportements de consommation plus importants et rapides. Donc, on observe dans notre cas vraiment un cycle d'abord constitué d'une promesse de soins par la recherche, permise par l'accumulation de molécules en essais cliniques, qui amène à augmenter le nombre de patients désireux d'accéder à ces essais et qui, au final, en retour, encourage les médecins à développer une activité de recherche pour mieux répondre à cette demande. Et donc, on va justement voir avec Sylvain comment les médecins-chercheurs ont progressivement réorganisé la recherche clinique pour limiter la perte de temps dans un contexte de mise sur le marché des médicaments. Merci Estelle. Donc, effectivement, face à cette rhétorique, mais aussi face à cette situation où il y a un nombre croissant de molécules à développer, il y a un enjeu très fort qui est celui de s'adapter ou de se confronter au modèle des essais cliniques. Et en fait, dès 2010, le directeur de la Food and Drug Administration va se mettre comme objectif officiel de réformer le modèle des essais cliniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu rapidement sur ce modèle des essais cliniques qu'Estelle vous a un petit peu introduit tout à l'heure. Tout
tout d'abord, il faut souligner que c'est un modèle qui est issu d'une longue histoire, hein, et qui est celle de la médecine moderne. Et donc, on a petit à petit un modèle de recherche clinique qui s'est organisé autour de 3 phases plus une, globalement. C'est un modèle qu'on retrouve à l'échelle internationale, avec, après la recherche préclinique sur des animaux, des phases d'expérimentation sur l'homme, et enfin, un suivi qu'on appelle de la pharmacovigilance qui se met après la commercialisation des molécules. Alors, ce qui est important de considérer, c'est que ce modèle, il répond à de multiples exigences. Elles sont éthiques, scientifiques, réglementaires, économiques. Tout d'abord, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, l'objectif de la formalisation de ce modèle de recherche clinique, il a été mis en place pour protéger les patients, notamment des risques d'exploitation de leur personne suite à un certain nombre de scandales sanitaires, soit très anciens avec des tests de vaccination, mais aussi plus récemment, que ce soit aux États-Unis, en France. Et donc, on a eu un renforcement des enjeux éthiques autour de ce modèle d'expérimentation. L'autre objectif, je vous l'ai dit, il est lié au développement de la médecine moderne, de l'evidence-based medicine, avec cette idée qu'il faut pouvoir apporter une preuve scientifique de l'efficacité des médicaments. Et donc, ce sont aussi un modèle méthodologique en fait, de recherche qui vise à apporter cette preuve clinique. Mais c'est aussi un modèle qui a un objectif économique et explicite, hein, parce qu'il s'agit aussi de permettre la commercialisation de molécules qui sont détenues par des grands groupes industriels. Et donc, on a aussi un jeu très fort autour de ce modèle et des enjeux de propriété intellectuelle, de financement du soin, de la recherche et des médicaments. Le problème de ce processus face à ces enjeux d'accélération, c'est qu'il est long, qu'il est coûteux et qu'il est très incertain. Alors long, on parle de 10, 15 ans de développement. Coûteux, on entend souvent 1 milliard, 1,5 milliard de dollars pour pouvoir développer un médicament du début jusqu'à la fin. Et incertain, en oncologie, on estime que moins de 5% des molécules qui commencent la recherche clinique, donc on a déjà écrémé toute la recherche fondamentale, la recherche préclinique, que seulement 5% de ces molécules arriveront sur le marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, il est basé sur un ensemble de présupposés. Je ne vais pas tous les détailler, mais je vais juste en revenir sur 2 présupposés qui sont intéressants. C'est tout d'abord, on le voit à travers ce schéma qu'on a reproduit, mais que vous pouvez retrouver sous de multiples formes, qu'il y a une vision très linéaire du processus d'innovation, d'ailleurs qui est critiqué par les enjeux de recherche translationnelle qui ont été évoqués tout à l'heure. Et le deuxième présupposé, c'est qu'il y a un rapport direct entre la dose et l'efficacité d'un médicament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, plus on donne des quantités importantes d'un médicament, plus il aura un effet bénéfique, mais aussi il aura des effets indésirables potentiels. Et donc, en fait, ce modèle, il oppose en fait les phases 1 et 2, qui sont des phases, on va dire, un petit peu méthodologiques, qui visent à permettre, c'est des préalables à l'établissement de la preuve biomédicale. Donc, en fait, dans ces essais, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner petit à petit des médicaments aux patients pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop toxiques, pour identifier à quelle population ils sont le plus adaptés. Et ensuite, on va organiser des essais de phase 3, qui sont ces fameux essais randomisés, où cette fois-ci, on va chercher à établir la preuve de l'efficacité des médicaments. Mais comme on l'a dit et comme on va le voir, de plus en plus, on va se retrouver avec des médicaments qui ne vont jamais arriver en phase 3 et qui vont toujours rester un petit peu bloqués dans ces premières phases d'expérimentation, ce qui va poser des questions en termes de preuves cliniques. Le deuxième point, c'est la question de la linéarité du processus d'innovation. Et ces dernières années, en fait, il y a eu de plus en plus de volonté de combiner les molécules les unes avec les autres. Et aujourd'hui, en fait, cette linéarité vole complètement en éclats. Et pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui une même molécule qui peut être impliquée dans 100 essais cliniques différents à l'échelle internationale, combinée avec d'autres molécules, données à des patients différents, à des stades différents d'essai. Donc, en fait, on va avoir une même molécule qui peut être en phase 3 d'un côté, en phase 1 de l'autre, etc. Donc, on n'est plus du tout dans cette
dans cette vision-là très simple, très claire du processus d'innovation. Et donc, tout ça, ça entraîne une nécessité, en fait, de réorganiser, en fait, ce processus de recherche clinique, parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas quand on a 1600 molécules en développement qui peuvent potentiellement être elles-mêmes impliquées dans 100 essais différents. On voit qu'il y a un enjeu très fort. Et donc, on a ici une forme de désynchronisation, d'une certaine manière, entre l'accélération qu'a décrite Estelle tout à l'heure et les réglementations autour du médicament. Je me dépêche. Donc, simplement, pour vous montrer que les différentes formes d'adaptation en fait, qu'il y a eu ces dernières années de ce processus d'expérimentation, je vais en distinguer 3 très rapidement. La première, c'est une adaptation méthodologique de la recherche. Et en fait, ce qu'on voit ces dernières années, c'est que les résultats d'essais soient positifs ou négatifs, ce qui se passe, c'est que cela appelle toujours à plus d'essais. Et ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. On a vu des grands essais de médecine génomique qui avaient des résultats négatifs et qui concluaient que en fait, cette approche n'avait pas apporté de bénéfice aux patients, mais rajoutait qu'il fallait donc poursuivre la recherche clinique et développer plus d'essais pour pouvoir apporter la preuve du bénéfice de cette approche aux patients. Donc, on a un processus où en fait, il y a aussi une nécessité en fait de transformer la manière de faire des essais, et on a maintenant des essais qui sont dits adaptatifs où on va tester plusieurs médicaments en parallèle, on va ouvrir des bras d'essai, fermer des bras d'essai, et on a des formes d'essais qui sont appelées par certains acteurs réglementaires des never ending trials, donc des essais qui ne s'arrêtent jamais parce qu'en fait d'une certaine manière l'essai s'adapte constamment, et donc on a d'une certaine manière plus de fin à ces essais. La deuxième adaptation, elle est réglementaire. Et je vous l'ai dit, on a des molécules maintenant qui, en fait, n'arrivent jamais aux phases 3. Et donc, on a vu la création d'autorisations de mise sur le marché conditionnelles qui permettent de distribuer dans le soin des médicaments qui n'ont pas encore été randomisés et donc qui n'ont pas permis d'apporter une preuve précise. Dernière adaptation, elle est cette fois-ci scientifique autour de la preuve biomédicale. Elle recoupe un peu le point précédent. Et on a en fait actuellement en fait, des situations où on a des médicaments qui sont mis sur le marché alors qu'ils n'ont même pas été testés sur les populations pour lesquelles ils sont autorisés, notamment parce qu'il n'est pas possible de mener des essais cliniques pour toutes les populations cibles de la molécule. Tout ça crée aussi des tensions assez fortes avec d'autres formes de réglementation, et notamment à travers le remboursement des soins. Et on voit en France des situations où on a des molécules qui sont autorisées à être commercialisées, mais qui n'ont pas de taux de remboursement et donc ne sont pas distribuées dans le soin. Alors, je me dépêche juste pour revenir un petit peu en conclusion sur 4 points. Ce qu'on voit derrière cette accélération, c'est qu'il y a un écart assez important entre la promesse qui est portée par cette accélération de la recherche et les bénéfices concrets apportés aux patients cliniques. Et aujourd'hui, il y a une accumulation de ces molécules au niveau de la recherche, mais peu de molécules, d'une certaine manière, qui arrivent jusqu'à la clinique. Cet entremêlement entre les objectifs de soins et de recherche pose des questions d'inégalité qui sont assez fortes parce que faire participer de plus en plus de patients à des dispositifs expérimentaux pose la question de la disponibilité de ces essais à l'échelle nationale, voire internationale. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, mais aussi de la variabilité des protocoles de recherche que l'on fait, que l'on soumet à chaque patient, et chaque essai n'a pas les mêmes contraintes, n'a pas les mêmes potentiels bénéfices pour les patients qui y participent. On voit également apparaître une tension très forte entre cette promesse de soins constante et des soins, on va dire, plus standards. Et c'est particulièrement fort avec les formes de soins palliatifs, par exemple, qui prônent une logique qui peut être très, très différente de celle de l'innovation. Et donc, on voit aussi apparaître des formes de tension entre cette volonté d'innovation constante, d'excellence scientifique, et de l'autre, un soin plus proche de la personne qui a été notamment bien décrit par certains philosophes. Et dernier point, et je m'arrêterai là, il y a aussi des enjeux autour de l'économie du soin au sens très large, parce qu'il me semble que cette promesse d'accélération de la recherche et d'innovation par la recherche pose la question d'un côté des modes de financement du soin. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure avec les questions de remboursement, et on voit aussi apparaître donc la capacité d'industriels à financer directement des essais et donc
de permettre la distribution de certains médicaments en le finançant directement, ce qui remet en cause le modèle, on va dire, un peu standard du soin, notamment en France, mais aussi des tensions d'échelle que j'ai évoquées tout à l'heure, entre d'un côté le soin qui est largement disponible et de l'autre des essais qui sont concentrés dans des lieux très précis d'innovation et pas forcément disponibles pour tous. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Sylvain et Estelle. J'espère que je prononçais votre nom comme il faut, Sylvain. Parfait. Oui, merci. Donc, on a eu quelques questions dans le chat. Je vous en pose une parce que le temps file. D'ailleurs, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la complémentarité peut-être entre les travaux d'Émilien et les vôtres. Il me semble qu'il y a des points de... C'est deux projets de recherche quand même assez différents, mais il y a des points de convergence ou des points qui pourraient converger. Donc, la question que j'ai dans le chat, c'est celle-ci. Envisagez-vous une voie de sortie à ces promesses d'accélération entourant le traitement du cancer? Est-ce possible et souhaitable de contrebalancer ces promesses? Et si oui, comment? Il y en a d'autres, mais je commence avec celle-là. Je ne sais pas si Estelle, tu vas apporter des choses. Moi, je ne sais pas si j'ai un avis personnel sur ce point-là. Par contre, ce que je peux apporter, c'est qu'il ne semble pas qu'actuellement, la tendance soit à contrebalancer cette promesse d'accélération. Et on l'a vu avec les chiffres qu'a donné Estelle, c'est que la slide du médecin, on était à 800 molécules en cours de développement. Aujourd'hui, on est entre 1500 et 1600. Et aujourd'hui, ce qu'a parlé Émilien, l'intelligence artificielle, les immunothérapies, en fait, les thérapies géniques, on est au contraire face à un accroissement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les écueils de la médecine, des thérapies ciblées initiales, en fait, se trouvent masqués par l'arrivée de nouvelles innovations, en fait. Et d'une certaine manière, les échecs sont masqués par cette accélération et on ne voit pas vraiment la fin derrière tout ça. Et je pense que ce qui en plus joue de manière très forte, c'est le consensus qu'a mis en avant Estelle. C'est qu'aujourd'hui, il y a un réel consensus. On n'est pas comme dans les années VIH-Sida avec des oppositions, etc. On a l'impression qu'il y a, malgré les attentes qui peuvent être différentes, tout le monde se retrouve derrière cette volonté d'innovation, ce qui crée un moteur très fort. Donc voilà, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais voilà. Merci. Estelle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Estelle? Moi, j'ai Dans ce cas-ci, j'ai une petite question. Bon. Ma question, c'est la place du patient dans vos recherches. Est-ce que les patients, est-ce que vous ont parlé de ces comment, c'est quoi la position des patients dans ce processus d'accélération? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils participent à ce processus d'accélération-là? Ou est-ce qu'ils en... Oui. Je réponds, Sylvain? Oui. Alors, c'est pas la plupart des patients n'ont pas forcément connaissance de ce processus-là. Après, on en trouve quand même de plus en plus dans les entretiens qui vont avoir entendu dans les médias, qui vont parler, par exemple, j'ai entendu parler de l'immunothérapie, donc j'en ai parlé à mon médecin, etc. Et puis certains là c'est vraiment une toute petite catégorie de patients, mais qui sont vraiment très très proactifs, pour reprendre le langage de certains médecins, et qui vont justement regarder sur clinical trials les essais qui sortent, etc. Mais ça c'est plutôt une petite catégorie de patients qui est très moteur dans cette recherche d'essais cliniques. Merci beaucoup. On va conclure la séance parce que le temps file. Je vous invite à vous joindre au break si vous voulez poursuivre la conversation. Donc, merci à tous et à toutes pour vos présentations. C'était super intéressant. Moi, ce n'est pas mon domaine de spécialisation, donc j'ai appris plein de choses. C'est vraiment cool. Merci. Donc c'est ça. Vous trouverez le lien vers la salle Zoom tout juste au bas de cette séance sous l'onglet Break 11h20. Et puis, donc c'est ça. Donc, merci à tous et puis à tantôt.